Un homme peut tout comprendre, et pourtant ne pas se faire confiance. Il avait percé les mystères des nombres, traversé les profondeurs de la pensée, touché ce que peu d'esprits approchent. Et pourtant, face à lui-même, une inquiétude persistait. Alors il a cousu une corde dans sa veste, non pas pour se retenir du monde, mais pour se rappeler ce qui, en lui, pouvait le trahir. Blaise Pascal n'était pas seulement un génie admiré, il était un homme lucide face à un danger invisible, l'orgueil qui grandit dans le silence de la réussite. Cette corde n'était pas un objet, c'était une mémoire volontaire, un rappel constant que même l'esprit le plus élevé peut s'égarer s'il cesse de se surveiller intérieurement. Peu d'esprits ont traversé autant de domaines avec une telle intensité que Blaise Pascal. Enfant prodige, il bouleverse très tôt les mathématiques, invente une machine à calculer, explore la physique des fluides et du vide, puis bascule vers une réflexion plus intérieure, plus vertigineuse, où la foi et la raison s'affrontent et se répondent. Sa vie n'est pas linéaire, elle est une tension permanente entre le génie et l'abîme. Pourtant, au sommet de cette intelligence, une inquiétude grandit. Pascal n'a pas eu peur du monde, il a eu peur de lui-même. Derrière ses découvertes, derrière ses écrits, derrière sa lucidité exceptionnelle, il percevait une vérité inconfortable. L'esprit humain, même le plus brillant, peut se perdre dans sa propre lumière. Il ne s'agit pas seulement d'ignorance, mais d'un excès de certitude, d'une élévation qui oublie ses limites. Cette corde, presque invisible, cousue à l'intérieur de son vêtement, n'était pas un symbole religieux banal. C'était un garde-fou, une résistance volontaire contre la dérive silencieuse de l'ego. Ce soir, nous n'allons pas parler d'un objet, mais de cette nécessité oubliée. Se rappeler, même au sommet, que la chute peut venir de l'intérieur. Le génie et le vertige. Naître avec une clarté que les autres n'atteindront jamais ne ressemble pas à un privilège. Cela ressemble à une exposition. Très tôt, l'esprit de Blaise Pascal ne se contente pas de comprendre. Il perce. Là où d'autres apprennent, lui voit déjà les structures invisibles. Là où d'autres répètent, lui interroge l'essence même de ce qui est transmis. Ce type d'intelligence ne rassure pas. Elle ouvre des espaces que rien ne vient refermer. Son enfance ne suit pas le rythme habituel. Le monde ne lui apparaît pas comme un ensemble de certitudes à intégrer, mais comme un tissu fragile, plein de failles et de questions. Très jeune, il démontre des théorèmes sans les avoir appris, il devine des lois avant qu'on les lui enseigne. Ce n'est pas seulement une avance, c'est une autre manière de voir. Une perception directe, presque dérangeante, qui ne laisse pas le temps de s'installer dans l'illusion confortable de l'évidence. Mais voir trop tôt signifie aussi perdre certaines protections. L'ignorance, pour beaucoup, agit comme un voile nécessaire. Elle permet de vivre sans être constamment confronté à l'instabilité du réel. Pascal, lui, ne bénéficie pas de ce voile. Chaque compréhension ouvre une profondeur supplémentaire. Et cette profondeur n'est pas neutre. Elle porte en elle une forme de vertige. Car comprendre, dans son cas, ne consiste pas à accumuler des connaissances. Cela consiste à toucher les limites de ce qui peut être connu. Lorsqu'il explore les mathématiques, il ne voit pas seulement des chiffres et des relations. Il perçoit une structure logique d'une précision presque inquiétante, une perfection froide qui ne laisse aucune place à l'approximation. Et face à cette rigueur, quelque chose en lui s'éveille, une fascination mêlée d'inquiétude. La science, pour lui, n'est pas une conquête rassurante. Elle est une ouverture vers un ordre qui dépasse l'humain. Lorsqu'il s'intéresse au vide, par exemple, il ne cherche pas seulement à prouver une hypothèse physique. Il s'approche d'un concept qui dérange profondément l'esprit humain, le rien.
un espace sans substance, sans support, sans forme, et pourtant réel. Cette idée fissure les certitudes de son époque, mais elle fissure aussi quelque chose en lui. Car si le vide existe dans le monde, que devient l'idée de solidité? Que devient la confiance dans ce qui semble stable? Chaque découverte scientifique devient alors une question existentielle. Chaque avancée ouvre une inquiétude plus grande. Ce type de lucidité ne s'arrête pas à l'extérieur. Elle se retourne. Elle observe celui qui pense. Elle interroge la pensée elle-même. Et là encore, une instabilité apparaît. Car l'esprit humain, capable de comprendre des structures complexes, est aussi capable de se tromper avec certitude, de s'illusionner tout en étant convaincu d'avoir raison. Cette prise de conscience est décisive, elle marque le début du vertige. Voir loin, ce n'est pas seulement voir le monde avec précision, c'est aussi voir les limites de celui qui regarde. C'est percevoir que l'intelligence, même brillante, n'est pas une garantie, qu'elle peut devenir un piège, qu'elle peut se retourner contre elle-même. Alors, une tension s'installe. D'un côté, la puissance de l'esprit, sa capacité à comprendre, à analyser, à créer. De l'autre, une fragilité plus subtile, presque invisible, qui accompagne cette puissance. Une possibilité de dérive, une tentation de se croire au-dessus, de confondre compréhension et vérité absolue. Pascal ne fuit pas cette tension, il la regarde, et ce regard change tout. Car beaucoup d'esprits brillants utilisent leur intelligence pour renforcer leur position, pour affirmer leur supériorité, pour construire une identité solide autour de leur savoir. Lui perçoit le danger de ce mouvement. Il voit que plus l'esprit s'élève, plus le risque de chute devient profond. Ce n'est pas une peur superficielle, ce n'est pas une insécurité banale, c'est une lucidité rare. Une compréhension que la vraie menace ne vient pas de l'ignorance, mais de la certitude. Que l'erreur la plus dangereuse n'est pas de ne pas savoir, mais de croire que l'on sait définitivement. Alors son regard change de direction. Il ne se contente plus d'explorer le monde extérieur. Il commence à explorer l'intérieur, non pas comme un refuge, mais comme un terrain encore plus instable. Car si le monde peut être mesuré, observé, expérimenté, l'esprit qui mesure, observe et expérimente reste insaisissable. Cette exploration intérieure ne lui apporte pas immédiatement de réponse. Elle ouvre au contraire de nouvelles questions. Qui pense? D'où viennent les certitudes? Pourquoi l'esprit cherche-t-il à se rassurer? Et surtout, comment éviter de se perdre dans sa propre lumière? C'est là que le vertige devient complet. Il ne concerne plus seulement le monde ou la connaissance. Il concerne l'être lui-même, une sensation d'instabilité profonde où rien ne peut être tenu comme définitivement acquis. Et pourtant, au cœur de ce vertige, quelque chose se forme, une vigilance, une attention particulière à ce qui se joue à l'intérieur, une conscience que chaque pensée, chaque conviction, chaque certitude peut être examinée, remise en question, observée avec distance. Cette vigilance n'est pas naturelle. Elle demande un effort, une discipline, une forme de rigueur intérieure qui dépasse la simple intelligence. Car il ne s'agit plus seulement de comprendre, mais de se surveiller, de ne pas se laisser emporter par ce que l'on comprend. Ainsi, le génie ne devient pas une source de confort, il devient une responsabilité, une exigence, une invitation à rester lucide non seulement sur le monde, mais sur soi-même. Et cette lucidité a un prix. Elle empêche de se reposer dans des certitudes simples. Elle empêche de s'installer dans une identité stable basée sur le savoir. Elle maintient une ouverture, une fragilité, une conscience du risque. Voir loin dans ce contexte n'est pas une victoire. C'est une exposition permanente à la possibilité de l'erreur, de l'illusion, de la dérive.
c'est percevoir que plus la lumière est forte, plus elle peut aveugler si elle n'est pas accompagnée d'une vigilance constante. Alors, une question silencieuse commence à émerger, presque imperceptible, mais décisive. Comment rester juste lorsque l'on voit plus que les autres? Comment ne pas se perdre dans cette capacité? Comment éviter que la lucidité ne devienne une forme d'orgueil invisible? Cette question ne trouvera pas de réponse immédiate. Elle restera présente, insistante, comme un fil tendu à l'intérieur de lui. Et c'est ce fil, invisible mais réel, qui préparera le geste le plus étrange et le plus révélateur de sa vie. Car parfois, la véritable sagesse ne consiste pas à aller plus loin, mais à se rappeler, constamment, que l'on peut tomber même en voyant très haut. L'abîme intérieur. Un danger qui ne se voit pas ne déclenche aucun réflexe, aucun mouvement de défense, aucune alarme, aucune fuite. Il avance sans bruit, se glisse dans les zones les plus éclairées, se nourrit de ce qui semble le plus solide. C'est ainsi que commence la véritable inquiétude de Blaise Pascal. Non pas face au monde, ni face aux autres, mais face à ce qui, en lui, pouvait grandir sans être détecté. L'intelligence, lorsqu'elle atteint un certain degré de précision, cesse d'être seulement un outil. Elle devient une force capable de structurer la réalité, d'imposer une cohérence, de produire des certitudes si convaincantes qu'elles ne laissent plus de place au doute. Et c'est précisément là que se forme l'abîme, non pas dans l'erreur visible, mais dans la justesse apparente. Comprendre profondément crée une sensation de maîtrise, une impression que les choses tiennent ensemble, que les mécanismes sont saisis, que le chaos apparent est en réalité ordonné. Cette sensation est puissante, elle rassure. Elle donne une forme de stabilité intérieure, mais elle porte aussi en elle un risque invisible, celui de confondre compréhension et vérité absolue. Pascal perçoit ce glissement. Il ne le voit pas comme une possibilité abstraite, mais comme une réalité en train de se former. Chaque découverte, chaque démonstration, chaque éclair de lucidité renforce une structure intérieure. Et cette structure peut devenir une prison si elle n'est pas interrogée. Car l'esprit humain ne se contente pas de comprendre. Il s'identifie à ce qu'il comprend. Il construit une image de lui-même basée sur sa capacité à voir clair. Et cette image devient subtilement un centre de gravité, un point autour duquel tout s'organise. Une référence silencieuse qui finit par orienter les pensées, les jugements, les décisions. Ce processus est presque imperceptible. Il ne produit pas de rupture. Il s'installe progressivement comme une évidence. Et plus il est discret, plus il est dangereux. Car il ne se présente jamais comme une erreur. Il se présente comme une continuité logique, comme une conséquence naturelle de la lucidité. C'est là que l'abîme intérieur prend forme. Non pas comme une chute brutale, mais comme une élévation non contrôlée, une montée silencieuse de la certitude, de la confiance en soi, de la conviction d'avoir compris. Et cette montée peut éloigner lentement de quelque chose d'essentiel, la capacité à douter de soi-même. Pascal ressent ce mouvement. Il le perçoit avant qu'il ne devienne visible. Et cette perception change radicalement son rapport à lui-même. Il ne peut plus se reposer sur son intelligence sans la surveiller. Il ne peut plus accepter une idée, même juste, sans interroger ce qu'elle produit en lui. Cette vigilance n'est pas confortable. Elle introduit une tension permanente, une impossibilité de s'abandonner totalement à ce que l'on pense, une nécessité de garder une distance, même face à ses propres certitudes. Mais cette tension révèle une vérité plus profonde. Le véritable danger n'est pas dans ce que l'on ignore, il est dans ce que l'on croit savoir avec trop de confiance. Il est dans cette zone où la pensée devient sûre d'elle-même, où elle cesse de se questionner,
où elle se referme sur sa propre cohérence. L'abîme intérieur ne se manifeste pas par des erreurs évidentes. Il se manifeste par une fermeture progressive, une réduction du champ de vision, une incapacité à envisager que ce qui semble clair puisse être incomplet. Et cette fermeture peut toucher même les esprits les plus brillants, peut-être surtout eux. Car plus la compréhension est fine, plus elle peut donner l'illusion d'être complète. Plus elle est précise, plus elle peut masquer ses propres limites. Pascal ne cherche pas à éliminer cette intelligence. Il ne la rejette pas. Il reconnaît sa puissance, sa beauté, sa capacité à révéler des aspects profonds du réel. Mais il refuse de lui accorder une confiance totale. Il refuse de lui laisser le dernier mot. Ce refus marque un tournant. Il introduit une forme d'humilité qui ne repose pas sur une faiblesse, mais sur une lucidité, une compréhension que l'esprit, aussi brillant soit-il, reste limité, qu'il ne peut pas contenir toute la vérité, qu'il peut se tromper même lorsqu'il semble avoir raison. Cette humilité n'est pas imposée de l'extérieur, elle ne vient pas d'une règle morale. Elle naît directement de la perception du danger. Elle est une réponse à l'abîme, une manière de ne pas tomber dans une illusion plus subtile que toutes les autres, celle de la maîtrise totale. Alors une transformation intérieure commence. Le regard ne se porte plus uniquement sur le monde, mais sur celui qui regarde. Chaque pensée devient un objet d'observation. Chaque certitude est examinée. Chaque mouvement intérieur est questionné. Cette observation ne détruit pas la pensée. Elle la rend plus transparente. Elle empêche qu'elle se fige. Elle maintient une ouverture, une possibilité de correction, une capacité à reconnaître ses propres limites. Mais cette ouverture a un coût. Elle empêche de s'installer dans une tranquillité intellectuelle. Elle maintient une forme d'instabilité, une conscience constante du fait que rien n'est définitivement acquis. Et pourtant, cette instabilité devient une force. Elle protège. Elle empêche la formation d'une structure rigide. Elle maintient un espace où la vérité peut continuer à apparaître, sans être immédiatement capturée par des certitudes. L'ennemi le plus subtil ne disparaît jamais complètement. Il ne peut pas être éliminé une fois pour toutes. Il peut seulement être surveillé, observé, reconnu dans ses mouvements les plus discrets. Cette reconnaissance demande une attention particulière, une sensibilité aux nuances, une capacité à percevoir les changements internes, même les plus légers. Pascal comprend que cette vigilance ne peut pas être ponctuelle, elle doit être constante, non pas comme une contrainte, mais comme une nécessité, une manière de rester aligné avec une vérité plus profonde que la simple compréhension intellectuelle. Ainsi, l'abîme intérieur ne devient pas seulement un danger, il devient aussi un révélateur. Il montre ce qui doit être surveillé, ce qui doit être équilibré, ce qui doit rester ouvert. Et face à cet abîme, une décision silencieuse se prépare. Une décision qui ne concerne pas le monde extérieur, mais la manière de vivre avec soi-même. Une manière de ne pas oublier, même au sommet de la lucidité, que le point de chute le plus dangereux se trouve à l'intérieur. La corde cousue, un acte incompris. Un geste simple peut contenir une décision immense. À première vue, coudre une corde à l'intérieur d'une veste ne semble rien dire. Aucun éclat, aucune démonstration, aucune volonté d'être vu. Pourtant, ce geste porte une densité que les mots ne peuvent pas contenir. Chez Blaise Pascal, il ne s'agit pas d'un symbole offert au regard des autres, mais d'un dialogue silencieux avec lui-même. Ce qui frappe d'abord, c'est l'absence de justification visible. Rien dans ce geste ne cherche à convaincre. Rien ne cherche à expliquer. La corde reste cachée, dissimulée dans l'épaisseur du vêtement.
là où seul le corps et la conscience peuvent la sentir. Elle n'est pas destinée à être comprise, elle est destinée à être vécue, car certains actes ne sont pas faits pour être interprétés, ils sont faits pour transformer une relation intérieure. Ce que Pascal met en place n'est pas un rituel extérieur, c'est une structure invisible, une manière de se rappeler, sans passer par la pensée, quelque chose qu'il refuse d'oublier. L'esprit peut se perdre dans ses propres constructions. Il peut justifier, expliquer, rationaliser, jusqu'à rendre acceptable ce qui ne devrait pas l'être. Face à cette capacité, les mots deviennent parfois insuffisants. Ils peuvent être détournés, retournés, vidés de leur force initiale. Alors, une autre forme de rappel devient nécessaire. Un rappel qui ne passe pas par le langage, mais par la sensation. La corde agit comme une présence. Elle ne parle pas, elle ne juge pas, elle ne commente pas. Elle est là. Et dans ce simple fait d'être là, elle rappelle. Elle réintroduit une conscience au moment précis où l'esprit pourrait s'en éloigner. Ce type de garde-fou ne s'impose pas de l'extérieur. Il est choisi. Il est accepté. Il est intégré comme une part de soi. Et c'est précisément cette intégration qui lui donne sa force. Car ce n'est pas une règle que l'on suit, c'est une présence avec laquelle on vit. Pourquoi une corde ? Le choix n'est pas anodin. Une corde relie, attache, retient. Elle empêche une chute. Mais elle peut aussi évoquer une limite, une frontière, un point au-delà duquel il ne faut pas aller. En la cousant à l'intérieur de sa veste, Pascal ne cherche pas à se contraindre physiquement. Il cherche à inscrire en lui une limite invisible, une ligne intérieure qu'il ne veut pas franchir. Cette ligne n'est pas morale au sens habituel. Elle ne concerne pas des règles sociales ou des comportements extérieurs. Elle concerne un mouvement beaucoup plus subtil, celui de l'ego. Cette montée silencieuse de la certitude, cette appropriation de la vérité, cette transformation de la lucidité en supériorité. La corde devient alors un rappel constant de ce danger. Elle n'empêche pas de penser, elle n'empêche pas de comprendre, elle n'empêche pas de créer. Elle empêche seulement une chose, oublier que tout cela peut devenir un piège. Ce geste peut sembler étrange, presque excessif pour ceux qui n'ont jamais perçu ce type de danger. Il peut être interprété comme une forme de superstition, de rigidité ou même d'obsession. Mais cette interprétation passe à côté de l'essentiel, car elle juge le geste depuis l'extérieur, sans percevoir l'expérience intérieure qui l'a rendu nécessaire. Ce que Pascal a vu en lui ne pouvait pas être ignoré. Ce n'était pas une hypothèse, ce n'était pas une crainte vague. C'était une possibilité réelle, tangible, en train de se former. Et face à cette possibilité, il a choisi de ne pas faire confiance uniquement à sa pensée. Il a choisi d'inscrire un rappel dans la matière, de créer un lien entre le corps et la conscience, de rendre visible, pour lui seul, ce qui devait rester présent à chaque instant. Ce choix révèle une compréhension profonde. La vigilance ne peut pas toujours être laissée à l'esprit, car l'esprit peut s'endormir dans sa propre clarté. Il peut se laisser séduire par sa cohérence. Il peut oublier ce qu'il avait vu simplement parce qu'il se sent en sécurité. La corde vient interrompre cette illusion de sécurité. Elle introduit une friction, un léger rappel que quelque chose doit rester ouvert, attentif, éveillé. Et ce rappel n'est pas violent. Il n'est pas imposé, il ne force rien, il accompagne, il soutient une intention, il prolonge une lucidité. Ce type de geste ne cherche pas la perfection, il ne garantit pas l'absence d'erreur, il ne protège pas contre toutes les dérives. Mais il crée une résistance, une présence qui rend la chute plus difficile. Ce qui rend cet acte incompris, c'est précisément sa discrétion. Dans un monde où les signes sont souvent visibles, où les symboles sont affichés, où les engagements sont déclarés,
un geste caché semble insignifiant. Pourtant, c'est dans cette invisibilité que réside sa force. Car ce qui est visible peut être joué, ce qui est montré peut être utilisé pour construire une image. Mais ce qui est caché ne sert qu'à une chose, transformer celui qui le porte. La corde ne prouve rien, elle ne démontre rien, elle ne cherche pas à être reconnue. Elle agit dans le silence. Elle accompagne chaque mouvement, chaque pensée, chaque moment de doute ou de certitude. Elle devient une part du quotidien, une présence constante qui ne demande rien, mais qui rappelle tout. Et dans ce rappel, quelque chose se stabilise. Non pas une certitude, mais une vigilance. Non pas une maîtrise totale, mais une conscience du risque. Ce geste, en apparence simple, révèle une compréhension rare. Les plus grands dangers ne se manifestent pas toujours de manière spectaculaire. Ils se développent lentement, silencieusement, à l'intérieur même de ce qui semble le plus solide. Face à ces dangers, les réponses visibles sont souvent insuffisantes. Elles agissent en surface. Elles ne touchent pas la racine. La corde, elle, agit à la racine. Elle s'adresse directement à la relation que Pascal entretient avec lui-même. Elle modifie cette relation en introduisant une mémoire constante, une attention discrète, une limite intérieure. Ainsi, l'acte incompris devient un acte essentiel, non pas parce qu'il est exceptionnel, mais parce qu'il est juste, parce qu'il répond exactement à ce qui devait être tenu, surveillé, équilibré. Et peut-être que la véritable sagesse ne réside pas dans ce que l'on montre, ni dans ce que l'on explique, mais dans ces gestes silencieux que personne ne voit, mais qui empêchent l'esprit de se perdre là où il croit être le plus sûr de lui. L'orgueil invisible. Grandir en lucidité n'éteint pas les dangers, il les raffine. Plus la pensée devient précise, plus elle peut dissimuler ce qui la déforme. L'orgueil n'apparaît pas comme une faute grossière, ni comme une agitation évidente. Il prend une forme plus subtile, presque élégante, qui se mêle à la clarté elle-même. Chez Blaise Pascal, cette compréhension ne naît pas d'un jugement moral, mais d'une observation directe. Il ne voit pas l'orgueil comme un excès bruyant, mais comme une inclinaison silencieuse de l'être vers lui-même. Ce qui rend ce poison dangereux, c'est qu'il ne se présente jamais comme tel. Il ne dit pas « je suis l'orgueil », il se présente comme une évidence, comme une justesse, comme une continuité logique de la compréhension. Lorsque l'esprit découvre une vérité, il peut se sentir aligné avec elle. Mais ce sentiment d'alignement peut glisser, presque imperceptiblement, vers une appropriation. Ce n'est plus la vérité qui est reconnue. C'est soi qui devient celui qui sait. Ce déplacement est infime, mais décisif. Il transforme le rapport à la connaissance. La vérité cesse d'être quelque chose que l'on reçoit pour devenir quelque chose que l'on possède. Et dans cette possession, une séparation se crée, une distance avec les autres, une élévation intérieure qui ne se déclare pas, mais qui agit. L'orgueil invisible ne cherche pas à dominer ouvertement. Il n'a pas besoin de s'affirmer. Il se nourrit de la conviction intérieure d'avoir compris. Il s'installe dans les silences, dans les pensées non exprimées, dans les regards que l'on porte sur le monde. Ce qui le rend encore plus difficile à détecter, c'est qu'il peut coexister avec une sincérité réelle. Un individu peut être profondément honnête, rigoureux, engagé dans la recherche de la vérité, et pourtant être traversé par cette inclinaison. Car l'orgueil ne détruit pas nécessairement la vérité. Il la déforme, il la colore, il la place au service de l'image que l'on a de soi. Pascal perçoit ce mécanisme avec une acuité rare. Il ne le projette pas sur les autres. Il le reconnaît en lui, et cette reconnaissance change tout. Elle empêche le phénomène de rester abstrait. Elle le rend concret, immédiat, personnel.
À partir de ce moment, chaque pensée devient un terrain d'observation, non pas pour la juger, mais pour en percevoir la direction. Va-t-elle vers la vérité ou vers une affirmation de soi? Sert-elle la clarté ou renforce-t-elle une identité? Ce questionnement ne produit pas une paralysie, il produit une vigilance, une attention constante à la manière dont l'esprit se positionne face à ce qu'il comprend. Car l'orgueil invisible ne se manifeste pas par des excès, il se manifeste par des glissements, une légère préférence pour ses propres idées, une résistance subtile à la remise en question, une satisfaction silencieuse d'avoir raison. Ces mouvements sont presque imperceptibles, ils ne déclenchent pas de réaction immédiate. Ils ne semblent pas dangereux. Pourtant, accumulés, ils construisent une structure, une manière d'être au monde où la vérité devient secondaire par rapport à la position que l'on occupe face à elle. Plus l'intelligence est élevée, plus cette structure peut être sophistiquée. Elle peut intégrer des contradictions, absorber des critiques, se réajuster en apparence, tout en conservant son centre intact. C'est là que la chute devient subtile. Elle ne se produit pas par une erreur évidente, mais par une dérive progressive. Une transformation lente du rapport à la vérité qui finit par s'éloigner de son origine sans que cela soit clairement perçu. Pascal comprend que ce processus ne peut pas être stoppé par une simple intention. Il ne suffit pas de vouloir être humble, car cette volonté peut elle-même être récupérée par l'orgueil. Elle peut devenir une nouvelle forme de supériorité, celle de celui qui se croit humble. Alors une autre approche devient nécessaire, une approche qui ne repose pas sur une image de soi, mais sur une observation constante, une capacité à voir à chaque instant ce qui se joue réellement à l'intérieur. Cette observation demande une honnêteté radicale, une disposition à reconnaître les mouvements les plus discrets, même lorsqu'ils contredisent l'image que l'on a de soi. Mais cette honnêteté n'est pas une condamnation. Elle ne cherche pas à écraser ni à juger. Elle cherche à éclairer, à rendre visible ce qui autrement resterait caché. Car ce qui est vu clairement perd une partie de son pouvoir. Ce qui est reconnu ne peut plus agir dans l'ombre de la même manière. L'orgueil invisible ne disparaît pas complètement. Il ne peut pas être éliminé une fois pour toutes, mais il peut être tenu en respect. Il peut être empêché de se développer librement. Et c'est précisément là que réside la véritable maîtrise, non pas dans l'absence de défauts, mais dans la capacité à ne pas se laisser gouverner par eux. Plus l'esprit s'élève, plus cette maîtrise devient essentielle, car les hauteurs ne pardonnent pas les déséquilibres. Une petite erreur peut produire des effets amplifiés. Une légère dérive peut entraîner une chute plus profonde. Cette réalité ne doit pas être interprétée comme une menace, mais comme une exigence. Une invitation à accompagner l'élévation par une attention équivalente, à ne pas laisser la lumière grandir sans renforcer en même temps la vigilance. Ainsi, la progression intérieure ne consiste pas seulement à comprendre davantage. Elle consiste à rester capable de se voir clairement à chaque étape, à ne pas se perdre dans ce que l'on devient. L'orgueil invisible rappelle une vérité fondamentale. Ce qui semble le plus solide peut contenir la fragilité la plus grande. Ce qui paraît le plus juste peut être déformé sans bruit. Et face à cela, une seule attitude demeure stable. Une lucidité qui ne s'arrête jamais, une attention qui ne se relâche pas, une capacité à se remettre en question même lorsque tout semble cohérent. Car la véritable chute ne vient pas de l'ignorance. Elle vient du moment où l'on cesse de se surveiller, persuadé que l'on a déjà atteint ce qui devait être atteint. Se rappeler volontairement. Se perdre ne demande aucun effort. L'oubli s'installe sans bruit, comme une brume qui ne prévient pas son arrivée. Ce qui a été vu avec clarté peut s'effacer non pas parce qu'il était faux, mais parce que rien ne vient le maintenir vivant.
La conscience, même lorsqu'elle s'éveille, n'est pas un état permanent. Elle est un mouvement fragile, une présence qui doit être soutenue, sinon elle se dilue dans le flux des pensées ordinaires. Blaise Pascal a perçu cette fragilité avec une précision rare. Il a compris que voir une fois ne suffisait pas, que comprendre un instant ne garantissait rien, que la lucidité, laissée à elle-même, pouvait s'éteindre comme une flamme sans protection. La plupart des esprits croient que la vérité, une fois reconnue, reste acquise. Ils pensent qu'une compréhension profonde s'inscrit définitivement, qu'elle devient une base stable sur laquelle s'appuyer. Mais cette croyance ignore la nature mouvante de l'attention, car ce qui est vu peut être oublié, ce qui est compris peut être recouvert, non pas par une erreur nouvelle, mais par une absence de rappel. Se rappeler volontairement devient alors une nécessité, non pas comme une contrainte extérieure, mais comme une discipline intérieure, une manière de maintenir vivant ce qui, autrement, se dissoudrait. Ce rappel n'est pas un simple souvenir intellectuel. Il ne consiste pas à répéter une idée ou à se réciter une vérité. Il consiste à recréer une présence, à réactiver une lucidité, à ramener à l'instant ce qui avait été perçu dans un moment de clarté. Pascal ne se contente pas de comprendre ce principe, il l'incarne. La corde cousue à l'intérieur de sa veste n'est pas un symbole abstrait. Elle est un rappel concret, une manière de rendre le souvenir inévitable. Elle ne dépend pas de la volonté du moment. Elle agit indépendamment des fluctuations de l'esprit. Elle introduit une continuité là où la conscience pourrait se fragmenter. Ce geste révèle une compréhension essentielle. La conscience ne se maintient pas seule. Elle doit être entretenue, non pas artificiellement, mais intentionnellement. Elle demande une participation active, une décision de ne pas laisser l'oubli reprendre sa place. Car l'oubli n'est pas une simple absence de mémoire, il est un retour à l'automatisme, une manière de fonctionner sans voir, une reprise des anciens schémas, des anciennes certitudes, des anciennes réactions. Et ce retour peut se produire même après des expériences profondes, même après des compréhensions qui semblaient définitives. Se rappeler volontairement, c'est interrompre ce retour. C'est introduire une rupture dans le flux habituel. C'est créer un espace où la conscience peut réapparaître. Mais ce rappel ne peut pas être constant par la seule force de la pensée. L'esprit se fatigue, il se disperse. Il se laisse absorber par ce qui l'entoure. C'est pourquoi des points d'ancrage deviennent nécessaires. Des éléments qui ne dépendent pas uniquement de l'attention, mais qui la soutiennent. La corde de Pascal est l'un de ces points. Elle agit comme une mémoire externe intégrée au corps. Elle ne parle pas, elle ne raisonne pas, elle ne discute pas, elle rappelle. Et ce rappel est immédiat, direct, sans intermédiaire. Ce type de dispositif ne cherche pas à contrôler, il cherche à maintenir une direction. Il ne supprime pas la liberté, il empêche seulement que cette liberté se perde dans l'inconscience. Créer des rappels dans ce sens devient un acte de responsabilité envers soi-même. Une reconnaissance que la conscience n'est pas acquise une fois pour toutes. Une acceptation de la nécessité de la nourrir, de la soutenir, de la protéger. Mais cette protection ne doit pas devenir une rigidité, elle ne doit pas enfermer. Elle doit rester vivante, adaptable, sensible. Elle doit accompagner le mouvement de l'être sans le figer. Pascal ne cherche pas à se contraindre à chaque instant. Il cherche à ne pas oublier ce qu'il a vu. Et cette nuance est fondamentale, car il ne s'agit pas de créer une tension permanente, mais de maintenir une ouverture, une disponibilité à la lucidité. Se rappeler volontairement, c'est refuser de vivre uniquement sur l'élan du moment. C'est introduire une continuité dans la conscience,
une fidélité à ce qui a été perçu comme vrai. Cette fidélité ne repose pas sur une croyance, elle repose sur une expérience, sur une reconnaissance directe de ce qui doit être maintenu. Et cette reconnaissance transforme la manière de vivre. Elle introduit une attention plus fine, une sensibilité accrue aux mouvements intérieurs, une capacité à voir plus rapidement lorsque l'on s'éloigne de ce qui est juste. Mais cette capacité ne supprime pas les écarts, elle ne rend pas parfait, elle rend simplement plus conscient, plus présent, plus capable de revenir. Car le retour est au cœur de ce processus. Se rappeler, c'est revenir. Revenir à une clarté, à une lucidité, à une présence qui avait été momentanément perdue. Et ce retour peut se produire à tout moment. Il ne dépend pas d'une condition particulière. Il dépend d'un choix, d'une décision de ne pas rester dans l'oubli. La conscience, dans ce sens, n'est pas un état stable. Elle est un mouvement de rappel, une oscillation entre l'oubli et la présence. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas l'absence d'oubli, mais la capacité à se souvenir. Pascal comprend que cette capacité doit être soutenue, qu'elle ne peut pas être laissée au hasard, qu'elle demande des structures, des rappels, des points d'ancrage. Et c'est dans cette compréhension que réside une forme de sagesse. Une sagesse qui ne cherche pas à atteindre un état final, mais à maintenir une vigilance vivante. Se rappeler volontairement devient alors une pratique silencieuse, une manière d'habiter sa propre conscience avec plus de précision, une manière de ne pas se perdre dans ce que l'on croit être. Et peut-être que la véritable transformation ne réside pas dans ce que l'on découvre, mais dans ce que l'on parvient à ne pas oublier. Chapitre 6. Le poids de la lucidité. Porter une vision claire ne ressemble pas à une victoire, cela ressemble à une charge. Plus la perception s'affine, plus elle retire les protections invisibles qui permettaient de vivre sans tension. Ce qui semblait simple devient traversé de nuances, ce qui paraissait stable révèle ses fissures, et ce qui rassurait autrefois perd peu à peu sa solidité. Chez Blaise Pascal, cette clarté ne s'accompagne pas d'un sentiment de supériorité, mais d'un alourdissement intérieur, une conscience accrue de la complexité du réel et surtout de la fragilité de celui qui le perçoit. Voir clair signifie ne plus pouvoir s'illusionner avec la même facilité. Les mécanismes de l'esprit deviennent visibles, les biais apparaissent, les justifications perdent leur pouvoir. Cette transparence n'apporte pas immédiatement la paix. Elle enlève des couches de confort. Elle expose à une réalité moins filtrée, moins adaptée aux besoins humains de sécurité. La lucidité fatigue parce qu'elle ne permet pas de se reposer dans des conclusions définitives. Elle maintient une ouverture constante, une remise en question continue, une attention qui ne peut pas complètement se relâcher. L'esprit ne peut plus fonctionner en pilote automatique sans que quelque chose en lui le remarque. Et cette vigilance permanente demande une énergie particulière. Cette fatigue n'est pas uniquement mentale, elle est plus profonde. Elle touche la manière d'être au monde. Elle transforme la relation aux autres, aux idées, aux événements. Ce qui était autrefois accepté sans question devient sujet d'interrogation. Ce qui était partagé sans distance devient observé avec recul. Et c'est là qu'apparaît une forme d'isolement. Non pas un isolement imposé, mais un décalage. Une difficulté à retrouver la même simplicité dans les échanges, la même spontanéité dans les certitudes communes. Lorsque l'on voit certaines illusions à l'œuvre, il devient difficile de s'y abandonner comme avant. Ce décalage ne crée pas nécessairement une rupture visible, il peut rester intérieur, mais il modifie la perception des relations. Il introduit une distance, non pas par rejet, mais par compréhension. Une conscience que chacun évolue à son rythme, que chacun voit selon ses propres filtres, et que ces filtres ne peuvent pas être retirés de l'extérieur. Pascal ne cherche pas à combler ce décalage en simplifiant sa vision. Il ne renonce pas à sa lucidité
pour retrouver un confort relationnel. Il accepte le prix de ce qu'il voit, et ce prix inclut une forme de solitude. Cette solitude n'est pas totale. Elle ne signifie pas l'absence de lien. Elle signifie une impossibilité de partager pleinement certaines perceptions. Une limite dans la communication où les mots ne suffisent plus à transmettre ce qui est compris intérieurement. Car la lucidité touche souvent des zones que le langage ne peut pas facilement exprimer. Elle révèle des tensions, des paradoxes, des subtilités qui échappent aux formulations simples. Et face à cela, le silence devient parfois plus fidèle que les mots. Mais ce silence peut être mal compris. Il peut être interprété comme un retrait, une distance, une absence, alors qu'il est, en réalité, une tentative de rester juste. Une manière de ne pas réduire ce qui a été vu à des expressions approximatives. Le poids de la lucidité ne réside pas seulement dans ce qu'elle enlève. Il réside aussi dans ce qu'elle exige. Elle demande une force intérieure, une capacité à rester stable sans s'appuyer sur des certitudes rigides, une aptitude à continuer à avancer sans chercher à tout simplifier. Cette force ne se construit pas par accumulation de connaissances. Elle se développe par une relation différente à ce que l'on voit. Une acceptation de l'incertitude, une ouverture au doute, une capacité à rester présent même lorsque rien ne semble totalement solide. Pascal comprend que cette force ne peut pas être remplacée par l'intelligence seule. L'intelligence éclaire, mais elle ne soutient pas toujours. Elle peut révéler des vérités difficiles sans offrir les ressources pour les porter. Alors, une autre dimension devient nécessaire, une profondeur intérieure qui ne dépend pas uniquement de la compréhension, mais de la capacité à rester aligné avec ce qui est vu, même lorsque cela dérange, même lorsque cela fatigue, même lorsque cela isole. Cette profondeur n'est pas visible de l'extérieur. Elle ne se manifeste pas par des démonstrations. Elle se construit dans le silence, dans la manière dont l'individu traverse ce qu'il comprend. Le poids de la lucidité devient alors une forme d'épreuve. Non pas une épreuve imposée, mais une conséquence naturelle de la vision. Une invitation à développer une stabilité qui ne repose pas sur des illusions. Et cette stabilité ne signifie pas rigidité, elle signifie souplesse. Une capacité à rester ouvert sans se perdre, à rester attentif sans s'épuiser complètement, à maintenir une présence même lorsque l'esprit est confronté à ses propres limites. La fatigue ne disparaît pas totalement, elle devient plus consciente. Elle est reconnue comme faisant partie du processus. Elle n'est plus vue comme un obstacle, mais comme un indicateur, un signe que l'on touche des zones profondes, que l'on sort des fonctionnements habituels. L'isolement, lui aussi, change de nature. Il n'est plus subi, il est intégré. Il devient un espace où la lucidité peut se stabiliser sans être constamment perturbée. Et dans cet espace, quelque chose de plus calme peut émerger. Non pas une paix totale, mais une forme d'équilibre, une manière d'être avec ce que l'on voit sans chercher à le fuir, sans chercher à le transformer immédiatement en quelque chose de plus confortable. Le poids de la lucidité révèle une vérité exigeante. Voir ne suffit pas. Il faut pouvoir porter ce que l'on voit. Il faut développer une force qui permette de rester présent face à la complexité, face à l'incertitude, face à l'absence de réponse simple. Cette force ne se donne pas, elle se construit, elle se cultive, elle se renforce à chaque moment où l'on choisit de ne pas se détourner, de ne pas simplifier, de ne pas revenir à des illusions plus rassurantes. Et peut-être que la véritable maturité ne réside pas dans la quantité de ce que l'on comprend, mais dans la capacité à rester stable face à ce que l'on comprend. Les garde-fous modernes. L'époque actuelle ne manque pas de savoir.
Elle déborde d'informations, de méthodes, d'opinions, de systèmes entiers prêts à être adoptés en quelques instants. Pourtant, au cœur de cette abondance, une absence silencieuse se fait sentir, celle des limites intérieures. Ce qui autrefois retenait, rappelait, freinait les dérives invisibles s'est effacé derrière une illusion de liberté totale. Et cette liberté, sans structure, devient un terrain instable où l'esprit peut se perdre sans même s'en rendre compte. Blaise Pascal avait perçu, à son échelle, ce besoin de garde-fou, non pas pour restreindre, mais pour maintenir une direction. Aujourd'hui, cette nécessité demeure, mais elle est souvent ignorée, voire rejetée. La modernité valorise l'expansion, l'expression, l'affirmation de soi. Elle encourage à penser par soi-même, à remettre en question les cadres anciens, à dépasser les limites imposées. Cette dynamique a libéré de nombreuses contraintes extérieures. Elle a permis une exploration plus vaste, une créativité plus libre, une autonomie plus grande. Mais en dissolvant certaines structures, elle a aussi retiré des repères invisibles qui servaient de point d'équilibre. Car une limite consciente ne sert pas uniquement à empêcher, elle sert à orienter. Elle donne une forme à la liberté. Elle empêche que celle-ci se transforme en dispersion. Sans ces limites, l'esprit n'est pas réellement libre. Il devient errant. Il suit ses impulsions, ses envies, ses certitudes du moment sans point de référence stable. Ce phénomène ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Il ne produit pas nécessairement des comportements extrêmes. Il peut rester subtil, intégré dans le quotidien, une manière de penser sans recul, de réagir sans observation, de croire sans examiner, une absence de distance intérieure qui laisse chaque idée s'imposer comme une évidence. Les garde-fous modernes ne sont pas visibles comme des règles strictes ou des interdits imposés. Ils doivent être créés, choisis, intégrés volontairement. Et c'est précisément là que réside la difficulté. Car créer ses propres limites demande une lucidité que beaucoup préfèrent éviter. L'absence de contraintes extérieures donne l'illusion que tout est possible. Mais cette possibilité totale cache un autre risque, celui de ne plus savoir où s'arrêter, celui de ne plus percevoir les dérives avant qu'elles ne deviennent des habitudes, celui de confondre liberté et absence de structure. L'esprit humain, livré à lui-même, ne tend pas naturellement vers l'équilibre. Il cherche la satisfaction, la cohérence, la confirmation de ce qu'il croit déjà. Il s'oriente vers ce qui renforce son identité, ce qui valide ses perceptions, ce qui lui donne raison. Sans garde-fou, ce mouvement peut s'amplifier. Il peut devenir un cercle fermé où chaque pensée renforce la suivante, où chaque certitude s'enracine davantage. Dans un tel contexte, la vérité devient secondaire. Ce qui importe, ce n'est plus de voir juste, mais de maintenir une cohérence interne. Et cette cohérence peut être totalement déconnectée de la réalité. Pascal avait compris que l'esprit ne peut pas être laissé sans surveillance, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est malléable. Il peut s'orienter dans différentes directions selon les influences, les expériences, les choix. Sans point de référence, il peut dériver vers des formes d'illusions de plus en plus subtiles. Aujourd'hui, cette dérive est facilitée par un environnement qui stimule constamment l'attention. Les sollicitations sont nombreuses, rapides, souvent superficielles. Elles capturent l'esprit, le fragmentent, le détournent de lui-même. Dans ce flux continu, la capacité à se recentrer, à observer, à maintenir une direction devient plus difficile. Les garde-fous modernes ne peuvent pas être imposés de l'extérieur comme autrefois. Ils doivent être intégrés de l'intérieur. Ils doivent devenir des choix conscients, des engagements personnels, des rappels silencieux qui accompagnent chaque mouvement de l'esprit. Mais pour que ces garde-fous soient efficaces, ils doivent être compris.
ils ne peuvent pas être adoptés par imitation ou par habitude. Ils doivent répondre à une perception réelle du danger. Sans cette perception, ils restent superficiels, facilement abandonnés, rapidement oubliés. Créer un garde-fou intérieur, c'est reconnaître une limite en soi. Ce n'est pas se restreindre par peur, mais se protéger par lucidité. C'est admettre que certaines dérives sont possibles, même lorsque l'on se croit stable. C'est accepter que la vigilance ne soit pas une faiblesse, mais une force. Cette création ne passe pas nécessairement par des gestes visibles. Elle peut prendre des formes très simples, très discrètes. Une manière de se rappeler, de s'interroger, de revenir à une présence. Une habitude intérieure qui empêche l'esprit de s'éloigner trop longtemps sans être remarqué. Mais cette simplicité ne doit pas être sous-estimée. Elle demande une constance, une répétition, une fidélité à l'intention initiale. Car sans entretien, même le meilleur garde-fou perd sa force. Il devient un objet inerte, une idée oubliée, un souvenir sans impact. La difficulté majeure réside dans la continuité. Maintenir une vigilance dans un monde qui favorise la distraction demande une discipline particulière, une capacité à se retirer intérieurement, même au milieu de l'agitation, une aptitude à créer des espaces de clarté dans un environnement saturé. Cette discipline n'est pas rigide. Elle n'est pas imposée, elle est choisie. Elle naît d'une compréhension que sans elle, l'esprit dérive. Et cette dérive ne se remarque pas immédiatement. Elle se manifeste progressivement par des écarts subtils, des pertes de précision, des confusions légères mais accumulées. Les garde-fous modernes doivent donc être adaptés à cette réalité. Ils ne peuvent pas être figés. Ils doivent rester vivants, évolutifs, capables de s'ajuster aux changements de l'esprit et de l'environnement. Mais leur essence reste la même, maintenir une direction intérieure, empêcher que la liberté se transforme en dispersion, soutenir la conscience dans un contexte qui tend à l'endormir. Et peut-être que la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de limites, mais dans la capacité à choisir celles qui permettent de rester aligné. Car une liberté sans direction devient une perte. Une ouverture sans structure devient un risque. Sans garde-fou, l'esprit ne devient pas plus vaste, il devient plus vulnérable, plus exposé aux influences, aux illusions, aux dérives silencieuses. Alors la question ne se pose plus en termes de restriction ou d'expansion. Elle se pose en termes de justesse. Qu'est-ce qui permet de rester clair? Qu'est-ce qui empêche de se perdre? Qu'est-ce qui maintient une présence stable au milieu du mouvement? Ces questions n'ont pas de réponse universelle. Elles demandent une exploration personnelle, une observation fine de ses propres tendances, de ses propres faiblesses, de ses propres élans. Et c'est dans cette exploration que les véritables garde-fous prennent forme, non pas comme des contraintes, mais comme des soutiens, non pas comme des limites imposées, mais comme des repères choisis. Car sans ces repères, même l'esprit le plus brillant peut dériver, non pas vers une erreur évidente, mais vers une perte progressive de clarté, une confusion subtile qui transforme la liberté en illusion. Et face à cela, une seule réponse demeure stable, une vigilance consciente, entretenue, choisie, qui accompagne chaque pas sans jamais s'imposer comme un poids. Ta propre corde invisible. Aucune vigilance ne peut être empruntée. Ce qui a été juste pour un autre ne devient pas automatiquement juste pour toi. La lucidité ne se transmet pas comme un objet, elle se réveille à partir d'une nécessité intime, d'une reconnaissance directe de ce qui peut te faire dériver. Blaise Pascal n'a pas créé un symbole universel, il a répondu à une tension précise en lui. Sa corde n'était pas une règle pour les autres, mais un rappel pour lui-même. Et c'est exactement là que se trouve la clé. La vigilance ne se copie pas, elle se façonne à partir de ce que tu vois en toi. Se regarder avec honnêteté ouvre une question qui ne peut pas être évitée. Qu'est-ce qui, en toi,
peut te faire oublier, pas dans les moments extrêmes, mais dans les instants ordinaires, là où l'attention baisse, où l'automatisme reprend sa place, où l'esprit se laisse entraîner sans résistance. Ce n'est pas une faiblesse évidente, ni une faute visible. C'est souvent une inclinaison discrète, une tendance qui ne fait pas de bruit, mais qui, répétée, finit par dessiner une direction. Ta corde invisible commence là. Elle ne naît pas d'une idée abstraite, mais d'une observation précise. Elle apparaît lorsque tu reconnais un point de fragilité que tu refuses de laisser se développer sans surveillance. Ce point peut être différent pour chacun. Pour certains, c'est la tentation de croire trop vite. Pour d'autres, c'est le besoin d'avoir raison. Pour d'autres encore, c'est l'oubli de soi dans l'action, la dispersion dans les pensées, ou la recherche constante de validation. Ce qui importe, ce n'est pas la nature de cette fragilité, mais la manière dont tu choisis d'y répondre. L'ignorer revient à lui donner de l'espace. La combattre frontalement peut la renforcer. La comprendre, en revanche, permet de créer une réponse plus juste. Une réponse qui ne nie pas ce qui est, mais qui l'encadre, qui le contient, qui empêche qu'il prenne toute la place. Créer une corde invisible, c'est instaurer un rappel qui ne dépend pas uniquement de ta volonté du moment. Car la volonté fluctue, elle peut être forte un jour et absente le lendemain. Elle peut s'imposer dans la clarté et disparaître dans la fatigue. Si ta vigilance repose uniquement sur elle, elle sera instable. Ce rappel doit être intégré plus profondément. Il doit devenir une présence qui accompagne ton esprit, même lorsque celui-ci se relâche. Il ne s'agit pas d'un contrôle constant, ni d'une tension permanente. Il s'agit d'un fil discret, toujours là, qui te ramène lorsque tu t'éloignes. Ce fil ne doit pas être rigide, il ne doit pas enfermer. Il doit rester vivant, capable de s'adapter, de suivre ton évolution. Car ce qui te faisait dériver hier ne sera peut-être pas ce qui te fera dériver demain. Ta corde invisible doit pouvoir évoluer avec toi, sans perdre sa fonction essentielle, te rappeler. Ce rappel ne se manifeste pas toujours par des mots. Il peut être une sensation, une image, un geste, une manière particulière de revenir à toi. Quelque chose de simple, mais suffisamment fort pour interrompre l'automatisme. Lorsque ce rappel est juste, il ne crée pas de conflit intérieur. Il ne lutte pas contre ton esprit. Il le réoriente. Il n'impose pas une direction. Il la suggère avec suffisamment de clarté pour que tu puisses la reconnaître. Mais pour que cette reconnaissance soit possible, une chose doit être acceptée. Tu peux te perdre, non pas de manière dramatique, mais de manière subtile, progressive, presque imperceptible. Accepter cette possibilité ne signifie pas manquer de confiance. Cela signifie voir avec précision la nature de l'esprit. Cette acceptation change la manière dont tu te rapportes à toi-même. Elle introduit une forme d'humilité, non pas comme une posture, mais comme une conséquence naturelle de la lucidité. Elle empêche de croire que la vigilance est acquise une fois pour toutes. Ta corde invisible devient alors une expression de cette humilité. Elle n'est pas là pour te rappeler que tu es faible, mais pour te rappeler que tu es humain, que ton esprit peut s'égarer, même lorsqu'il est clair, même lorsqu'il est sincère, même lorsqu'il cherche la vérité. Ce rappel ne doit pas être lourd, il ne doit pas peser sur chaque instant. Il doit rester léger, presque imperceptible, mais suffisamment présent pour intervenir lorsque c'est nécessaire. Et c'est dans cette légèreté que réside sa force, car ce qui est trop imposant finit par être rejeté. Ce qui est trop discret disparaît. Trouver cet équilibre demande une attention particulière, une capacité à ajuster, à affiner, à observer ce qui fonctionne réellement. Ta corde invisible n'est pas un objet que tu trouves une fois pour toutes. C'est un processus, une création continue, une manière de répondre à ce que tu découvres en toi au fil du temps. Elle évolue avec ta compréhension.
Elle se transforme avec ton expérience, elle se précise à mesure que tu vois plus clairement, mais son essence reste la même. Te rappeler ce que tu ne veux pas oublier, te maintenir dans une direction que tu as reconnue comme juste, empêcher que l'oubli reprenne toute la place. Et ce rappel ne doit pas devenir une dépendance. Il doit soutenir ta conscience, pas la remplacer. Il doit t'aider à voir, pas voir à ta place. Car au final, la vigilance ne peut pas être externalisée. Elle doit rester vivante en toi. La corde invisible n'est qu'un support. Ce qui compte, c'est la capacité à revenir encore et encore à une présence plus claire. Ce retour n'est pas un échec, il est le cœur du processus. Chaque fois que tu te rappelles, quelque chose se renforce. Une stabilité, une précision, une profondeur. Et peut-être que la véritable maîtrise ne consiste pas à ne jamais se perdre, mais à se rappeler suffisamment tôt pour ne pas s'éloigner trop longtemps. Ta corde invisible n'est pas là pour t'empêcher de tomber. Elle est là pour t'empêcher d'oublier que tu peux tomber. Et dans ce simple rappel, une vigilance authentique peut naître, se maintenir et grandir sans jamais devenir une contrainte. Pascal n'avait pas besoin de cette corde pour vivre. Il en avait besoin pour ne pas se perdre. Cette nuance change tout, car vivre est naturel, presque automatique. Mais rester lucide, rester aligné, rester conscient de ses propres dérives demande une attention que peu choisissent de maintenir. Blaise Pascal n'a pas cherché à devenir parfait. Il a simplement refusé de s'oublier au moment même où tout en lui aurait pu lui donner l'illusion d'être arrivé. Cette corde n'était pas une peur, c'était une mémoire volontaire, cousue dans la matière pour ne pas être effacée par les mouvements de l'esprit. Elle rappelait une vérité que l'intelligence seule ne suffit pas à protéger. Plus on voit clair, plus on peut se tromper avec élégance. Ce soir, la question ne concerne plus Pascal. Elle te concerne toi. Qu'est-ce qui, dans ta vie, te ramène à toi-même lorsque tu t'éloignes sans le remarquer? Qu'est-ce qui interrompt ton élan lorsque celui-ci devient aveugle? Qu'est-ce qui t'empêche de croire que tu es au-dessus de ce que tu es réellement? Car le véritable danger n'est pas de tomber. Tomber fait partie du mouvement. Le véritable danger est plus discret, plus silencieux, plus profond. C'est d'oublier que la chute reste possible, même lorsque tout semble stable. Et sans ce rappel, l'esprit ne dérive pas brutalement. Il s'égare doucement jusqu'à ne plus savoir qu'il s'est éloigné.